Sylvain Galoche. Merci beaucoup Sylvain. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Merci à Frédéric pour sa confiance de m'accorder le micro. Merci à Mounir de nous accueillir. On va parler un petit peu de business réhumanisé. Pourquoi Eh bien, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans le monde merveilleux du numérique. Donc aujourd'hui, c'est formidable. Avec une application, on commande une voiture, on commande une pizza, on trouve l'amour, c'est merveilleux. Alors tout ça est venu, si on remonte un petit peu, on parlait de la préhistoire du web, vous connaissez certainement ces deux étudiants américains, à gauche Steve Jobs, à droite Bill Gates et leurs acolytes, qui ont révolutionné un petit peu nos vies finalement. Ensuite, en 1990, les ordinateurs portables, enfin les personal computers, c'est le Web 1.0 qui permet à tout un chacun de consommer de l'information. Et c'était déjà, on était dans quelque chose qui s'est développé depuis. En 2000, on surfe sur le web, c'est merveilleux. Je ne sais pas pour ceux qui ont plus de 30 ans, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. L'émotion que ça a été quand on a, pour la première fois, surfé sur le web. Moi, c'était dans un cybercafé à Bordeaux. J'ai surfé sur Netscape, je me rappelle. Netscape, voilà. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, bah, ça va vous parler. Il y avait également une grande plateforme qui était un site incontournable qui s'appelait Caramel, messagerie web, il y avait des forums, etc. Il y avait un magazine, mais aussi un chat. Et donc, c'était tout nouveau d'aller chatter sur des sites avec des gens qu'on ne connaissait pas et de s'enrichir, de partager, d'échanger, a priori en toute bienveillance. Donc là, c'est ce qu'on a appelé le Web 2.0. Le web devient une plateforme participative avec, on essaye de tirer parti de l'intelligence collective. Voilà, c'était l'ambition du web à l'époque et du numérique. Un peu, on essayait d'avoir un esprit communautaire et bienveillant et c'était très, très excitant à l'époque hein, de vivre cette révolution numérique qui se développait un petit peu partout. Quand on a commencé à avoir les premiers accès sur nos téléphones portables à Internet, c'était un truc de fou, ce qui paraît aujourd'hui complètement... bon, je vais arrêter de s'embrasser parce qu'on va vraiment choper le Covid. Là. En 2003, le e-commerce se développe et se structure, donc voilà, une autre étape, on a commencé à pouvoir bien acheter sur Internet avec sa carte bancaire. Il y avait des petits bugs liés au paiement en ligne qui ont été résolus par ensuite les banques, hein, qui ont apporté des solutions techniques. Mais voilà, c'est à cette époque-là que le e-commerce a commencé à grandir. En 2014, on a 1 milliard de sites web. Donc voilà, on commence à avoir déjà un gros panel. On voit déjà que les mastodontes que l'on connaît, Facebook, Google, YouTube, etc., sont déjà bien ancrés dans la place et ont posé leurs jalons pour devenir les empires qui sont maintenant. Et puis, la machine a commencé à s'enrayer. Déjà, en 2015, Yahoo commence à avoir 1 milliard de comptes email piratés. On commence à parler de problèmes, de données personnelles, etc. Imaginez que votre boîte mail soit piratée. C'est peut-être arrivé à certains d'entre vous. Ça devient presque courant maintenant, d'ailleurs. Mais tout du moins, à l'époque, c'était pas courant. Et donc, on a commencé à se poser des questions. En 2016, vous avez peut-être suivi le scandale Cambridge Analytica. Donc, la société Facebook est soupçonnée d'avoir contribué à influencer les élections américaines. D'ailleurs, Mark Zuckerberg a été condamné pour ça. Je crois qu'ils ont quand même été condamnés à 50 millions d'euros, à 50 millions de dollars. Donc, il y a vraiment eu, par le biais du numérique,
de la triche quand même sur des élections de la première puissance mondiale. En 2018, on a des instruments qui sont dans nos maisons, que l'on installe sur la table du salon, qui sont des enceintes connectées. Et il arrive parfois que ces enceintes connectées captent nos conversations, et c'est arrivé, c'est ce que raconte cet article, et que les conversations ainsi enregistrées soient envoyées à une tierce personne. Si vous êtes chez vous, vous parlez à votre mari, à votre épouse, vous avez des conversations qui sont privées, qui doivent rester privées. Eh bien, le numérique a permis à ce que ces conversations ne soient plus privées. D'ailleurs, on a quand même un autre rapport depuis le numérique avec la vie privée. Les réseaux sociaux, à tort ou à raison, on dévoile beaucoup de choses, ou beaucoup de choses nous sont prises également. Il y a bien eu une tentative en 2018 de réglementer tout ça. Donc l'Union européenne a mis en place le RGPD, Règlement général de la protection des données. 3 ans après, cet article date de mai 2021, le bilan est mitigé. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience sur la nécessité de réguler et que les entreprises respectent la vie privée de leurs utilisateurs. Cependant, il y a encore beaucoup à faire et il y a tellement de sites, on a vu 1 milliard de sites internet, bien évidemment, je ne sais pas combien ils sont à la CNIL ou les personnes qui gèrent un petit peu, qui surveillent le web et font appliquer le RGPD, mais sur 1 milliard de sites, bien évidemment, il y a des trous dans la raquette. En 2021, donc encore récemment, c'est-à-dire que le RGPD, etc., tout ça, la prise de conscience n'est pas encore totale. Chez Quanta, qui est un sous-traitant de Apple, il y a une fuite de données. Les pirates sont allés directement rançonner Apple. Pourquoi pas, hein, je pense que, quitte à rançonner quelqu'un, autant rançonner une entreprise, effectivement, qui a des moyens, mais voilà, il y a quand même un niveau de piraterie qui est quand même assez élevé. Donc voilà ce qu'est devenu aussi le numérique. Et puis, plus près de nous, des gens comme vous et nous, encore récemment, sur cet article, on voit qu'un couple a perdu ses économies en se faisant arnaquer sur le bon coin. C'est vraiment dommage et c'est vraiment regrettable et très triste pour ces personnes qui y ont mis beaucoup d'énergie. Je pense que, d'après ce dont je me souviens, ils voulaient acheter une voiture et donc le paiement, pensant payer en paiement sécurisé, en fait, ils se sont fait piquer leur argent. Voilà, donc vous voyez que le web, ça a été beaucoup d'espoir et puis que les choses ont un peu dégénéré. Donc 30 ans après, quel bilan pour la révolution numérique? Alors aujourd'hui, bien évidemment, on est tous logés à la même enseigne, hein, moi le premier, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, 73% des personnes possèdent un smartphone, 68% l'utilisent tous les jours. J'enfonce une porte ouverte, c'est juste pour resituer les choses. Mais il y a quand même des effets donc, pervers et négatifs au numérique sur lesquels je souhaite attirer votre attention, notamment l'aspect écologique. La pollution que génèrent les entreprises qui utilisent le numérique, donc notamment le Shift Project, c'est un think tank qui essaye d'œuvrer pour la décarbonation du numérique. Et donc, aujourd'hui, le numérique représente 4% des gaz à effet de serre produits sur la Terre. En 2025, c'est-à-dire demain, ça sera 8%. Donc 4%, on est déjà au-delà de la pollution générée par le trafic aérien. Rien que ça. En 2025, 8% du total des émissions de gaz à effet de serre seront produites par l'industrie numérique. Sur la santé, la vie sociale, les résultats scolaires, il y a aussi une frange de la population. Je pense qu'il y a beaucoup de parents dans la salle. Moi, le premier, hein, j'ai un ado de 15 ans, un autre plus petit, mais on est tous confrontés à des ados qui sont, et c'est une image d'Épinal que de dire ça, le nez dans leur portable. Quels sont les effets du numérique de manière excessive sur nos adolescents?
Eh bien, l'Académie des sciences, l'Académie nationale de médecine et l'Académie des technologies, donc c'est quand même des sommités, ont déterminé que nos adolescents, à force d'usage excessif et répété du numérique, souffrent de troubles du sommeil, souffrent de désinsertion sociale. Je ne sais pas si ça vous frappe pas, mais les rapports sociaux sont quand même changés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, on est très content de se réunir et d'échanger socialement, mais le numérique a quand même changé les rapports sociaux. Et donc, nos ados, ils sont très sensibles. Et on se crée une bulle virtuelle. Alors, effectivement, les adolescents, encore une fois, c'est une image d'Épinal, et puis on dit, ouais, c'est pas grave, c'est un adolescent, mais ça a quand même des effets négatifs sur leur santé mentale, sur leur développement et leur construction mentale. Et bien évidemment, ils sont surexposés aux fake news, puisque sur les réseaux sociaux, vous savez bien que circule tout et n'importe quoi. Il y a quand même très peu de journalistes. Il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir, de gens qui ne sont pas accrédités, de gens qui n'ont pas la déontologie des journalistes. Donc, il y a beaucoup de choses fausses qui circulent. Un constat très récent, c'est que la génération actuelle, des jeunes, a un QI inférieur, pour la première fois, à la génération précédente. C'est-à-dire la nôtre, en gros. Ça peut être inquiétant. Pardon? Où c'est organisé? Ah, ça, je n'ai pas d'infos. On voit également des phénomènes de cyberharcèlement. Aujourd'hui, c'est justement la journée, c'était pas du tout fait exprès, la journée du harcèlement scolaire. Et donc, le président de la République a annoncé pas mal d'annonces à ce sujet-là. Mais 20% des jeunes ont déjà été confrontés au cyberharcèlement. Avant le numérique, on ne connaissait pas. Bien évidemment, dans la cour de récréation, il y avait toujours une petite tête de turc, ou parfois, mais bon, ça ne prenait pas les proportions qu'on connaît aujourd'hui. Je vous laisse sur ce graphique également, où on voit, ça c'est un graphique qui a lieu aux États-Unis. La courbe bleue, ce sont les suicides des jeunes, entre 10 et 24 ans. Vous observerez que sur les années 2008 à 2010, qui sont curieusement les époques à partir desquelles on a commencé à tous avoir des smartphones dans les poches, il y a une courbe exponentielle d'augmentation des suicides des jeunes aux États-Unis. Ce ne sont que des constats. Je vous invite à regarder un documentaire sur Netflix qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » et qui est en fait où il y a des interviews des personnes qui ont créé les algorithmes des grands réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., et qui les ont complètement conçus dans le modèle économique des réseaux sociaux. Ils disent eux-mêmes, alors qu'ils les ont conçus, qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça ait un tel impact négatif sur la société, et en fait, ils sont en pleine repentance. C'est-à-dire que les personnes qui ont créé les algorithmes de Facebook, Instagram, Twitter regrettent la manière dont ça tourne. Je vous invite à regarder ce documentaire qui est passionnant et flippant, clairement. Il faut que je fasse court. Grâce aux réseaux sociaux, on a quand même eu une bande d'énergumènes qui sont allés investir le Capitole aux États-Unis, qui est quand même le temple de la démocratie, de la plus grande démocratie du monde. Puisque chauffé à blanc par un ex-président sur les réseaux sociaux. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne font plus confiance au numérique pour améliorer leur vie. Si on compare entre 2008 et 2018, aujourd'hui, 44% des Français envisagent le numérique comme une menace. Alors que c'était 33%. En fait, les courbes se sont inversées. Aujourd'hui, les Français considèrent le numérique plus comme une menace que comme une opportunité. La question qui nous concerne, on est tous des entrepreneurs, comment les entrepreneurs du numérique peuvent-ils inverser la tendance tout en développant leur entreprise? Alors, tout d'abord, il faut faire un état des lieux technique, un état des lieux social,
un état des lieux sociétal, un état des lieux écologique, et ensuite voir comment se passe notre relation client. Puisque beaucoup d'entre nous, nous travaillons au travers du numérique, c'est un outil, mais comme on l'a vu, les clients, les consommateurs, n'ont plus forcément confiance dans cet outil. Alors, état des lieux techniques, on va déterminer son empreinte numérique, on va voir si sa logistique est la plus vertueuse possible. On va étudier un petit peu si ces consommables, imprimantes, etc., sont consommés dans des proportions raisonnables. Et on va étudier également ses déplacements. D'un point de vue social, on va essayer d'améliorer le bien-être au travail pour améliorer sa marque employeur. On va essayer d'avoir une meilleure santé au travail de ses collaborateurs lorsqu'on dirige une entreprise. On va vérifier l'ergonomie des postes. On va aussi appliquer le droit à la déconnexion. On va favoriser l'entraide et la transmission au sein de l'entreprise. Et on va déterminer surtout les valeurs de l'entreprise. Souvent, je demande à des entreprises quelles sont les valeurs de votre entreprise. On me dit, je ne sais pas. Il est important qu'une entreprise ait des valeurs. D'un point de vue sociétal, quels sont les engagements sociaux de vos entreprises? Et ces engagements peuvent et doivent avoir un modèle économique vertueux. Souvent, dans l'esprit de certains chefs d'entreprise, la RSE, c'est une dépense. Ce n'est pas une dépense, en fait, c'est un investissement. Et il peut et il doit avoir un modèle économique vertueux. La RSE permet également d'engager... Les gens comme moi sont haïssables. Mais vraiment, on a envie de les tuer. Non. Oui, parce que tu veux me couper la chic. Mais oui, mais c'est pour nos amis, parce que j'en ai pas. Il y a 4 intervenants plus l'intervenant. Je fais un sprint. La RSE améliore votre image de marque. Ensuite, les entreprises sont le corps constitué, après les États, qui ont le plus de poids sur la société. Comme on l'a dit, 4% de la part d'Internet, 4% de l'émission de gaz à effet de serre provient du numérique et d'Internet. Donc, j'invite les entreprises à suivre le label numérique responsable qui va leur permettre d'avoir une économie, une dépense, une empreinte écologique limitée. Ça va permettre également de se démarquer vis-à-vis de ses clients. On va privilégier les circuits courts, on va limiter ses déplacements, on va challenger ses fournisseurs, et ce qui, eux aussi, font attention à leur empreinte écologique. On va favoriser l'économie circulaire, etc. Je cite quelques entreprises qui sont normandes. Alors, Cocorico, Ipli qui fait des... alors, je vais les citer vite parce que sinon Sylvain va me taper sur les doigts. Ipli, Webaxis et Pegreen, si vous ne les connaissez pas, allez voir ce qu'ils font. Ce sont des entreprises normandes et qui font des choses dans un modèle économique vertueux pour la planète. Et enfin, pour finir, la relation client, une fois que l'ensemble de ces aspects précédemment évoqués sont bien en place, eh bien, le business, du coup, réhumanisé, puisqu'on va favoriser la relation client, une relation à l'écologie plus vertueuse, eh bien, nos clients vont adhérer à nos valeurs. Ainsi, ça améliore notre image de marque. On va créer ainsi une communauté de clients. Les clients vont devenir des ambassadeurs et donc parler de nous en positif, etc. Donc, pour conclure, j'invite chacun des entrepreneurs ici présents à ce que nous prenions tous collectivement nos responsabilités et que nous engagions nos entreprises. Merci de votre attention. Sylvain Durès.